Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité. Les vaccins restent bien sûr notre préoccupation à nous tous. Où se faire vacciner? Comment arrive-t-il jusqu'à nous? TL7 a suivi le transport et l'acheminement complexe de ces précieux vaccins. Joe Biden est désormais le 46e président des États-Unis. Installé à la Maison-Blanche, les équipes de La Dépêche ont été à la rencontre des démocrates américains devant le Capitole, mais celui de la Ville Rose, celui de Toulouse. Les pêcheurs professionnels, frappés de plein fouet par la crise sanitaire, s'organisent pour sauver leur profession et rechercher de nouvelles parades. Nous nous rendrons en Nouvelle-Aquitaine, où TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, est allée à la rencontre de ceux qui tentent de s'organiser. Enfin, une trilogie unique sur le littoral de Bretagne, des images exceptionnelles, un travail de 3 ans, des images qui nous amèneront dans ce journal sur le littoral morbihanais et la Loire-Atlantique. Je vous le disais il y a un instant dans les titres, ces différents vaccins destinés à nous immuniser contre la Covid-19 restent l'objet de toutes les préoccupations, de toutes les conversations des Français et risquent l'être encore pour plusieurs semaines. La semaine dernière, partout en France, plusieurs centres de vaccination ont ouvert leurs portes. À Saint-Étienne, dans la Loire, la clinique mutualiste a reçu ses premiers vaccins. Adrien Blétry de TL7 Télé Loire 7 s'est immiscé dans le transport de ces différentes doses. Regardez. 14h, Rachid arrive à l'hôpital nord de Saint-Étienne pour récupérer les vaccins. Transporteur dans le milieu médical, aujourd'hui, sa livraison demande beaucoup de prudence. Il faut vraiment des gens responsables, quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on transporte un vaccin, on ne va pas se promener, on va le livrer tout de suite, quoi. Les vaccins sont transférés, leur température doit être comprise entre 2 et 8 degrés. Au CHU, les livraisons s'accélèrent. Il faut le laisser bien debout, comme ça. Depuis ce matin, on n'arrête pas. Donc on a déjà fourni plusieurs établissements de la région autour et on a encore cet après-midi et demain matin. Bon, je pense que ça va s'enchaîner à fur et à mesure. La glacière rejoint un réfrigérateur mobile, direction la clinique mutualiste. On va vérifier une autre fois, voilà. Là tout est ok, on est parti. Fais bien attention à tout. Même si on a la priorité à droite, on ralentit quand même. Le but c'est d'arriver au point B assez rapidement pour pouvoir livrer, pour qu'ils puissent faire des vaccins dans la foulée. C'est la première fois que Rachid livre des vaccins contre la Covid-19. Une certaine fierté émerge. J'ai envie qu'on sorte de cette crise sanitaire et moi je me dirais j'y ai participé, quoi. J'ai participé au dépistage et je participe aujourd'hui à la vaccination, quoi. Donc c'est quand même quelque chose. Les vaccins arrivent à la clinique sans dégâts, la chaîne du froid a été respectée et la traçabilité des vaccins a bien été assurée à l'aide d'un logiciel. Donc on est bien entre 2 et 8 degrés. 2 et 8 degrés, avec le petit schéma aussi, le graphique. Le jour, l'heure, tout est mis dedans. C'est un pharmacien qui récupère maintenant les vaccins et qui s'assure que tout est en ordre. Donc je vérifie déjà la quantité. Il y en a bien 16. Et si certains se plaignent de la lenteur des vaccinations en France, la clinique mutualiste, elle, est plutôt satisfaite. On a bien fait part de nos besoins, c'est bien arrivé en temps et heure, donc les choses sont bien organisées, bien structurées, et du coup nous avançons étape par étape, mais quand même assez vite et le calendrier s'accélère. Demain, c'est dans cette salle d'attente, réaménagée pour l'occasion, que les doses seront injectées. Le médecin en charge des vaccinations doit renforcer obligatoirement son équipe. On n'est pas structuré pour rajouter un flux qui est quasiment autant, puisqu'on va vacciner 50 à 60 personnes par jour. Donc il faut qu'on double notre activité, notre fonctionnement habituel. C'est toujours le personnel de la santé qui est concerné par la vaccination aujourd'hui, mais dans 6 jours, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans pourront profiter du vaccin. Et la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans a bien sûr débuté un peu partout en France, comme en Haute-Garonne, où 24 centres de vaccination sont déjà ouverts, comme ici à Castanet, sur ces images. Il y en aura 36 au total. Près de 8000 personnes ont déjà été vaccinées en Haute-Garonne depuis le lancement de la campagne le 5 janvier dernier. Et d'ici à la fin du mois, 30 000 doses de vaccins devraient être livrées. 30 000 autres doses sont attendues en février. Les créneaux de rendez-vous sont pris d'assaut dans toutes les régions. C'est le cas, bien sûr, aussi à Grenoble, comme vous le voyez sur ces images de Télé Grenoble, mais aussi dans les Yvelines, où 9 centres de vaccination sont ouverts. Ce sont des images de TV 78. C'est le cas également à Épinal, dans les Vosges, comme vous le voyez sur ces images que nous avons reçues de Via Vosges. Dans l'actualité également, l'arrivée de Joe Biden, le 46e président des États-Unis, qui a prêté serment jeudi dernier à Washington.
Quelques Américains démocrates habitant à Toulouse se sont rassemblés à la veille de l'investiture. Le rassemblement a eu lieu devant le Capitole de la Ville Rose, un clin d'œil au bâtiment du même nom à Washington. Scott Stroud est le président de la branche toulousaine du Parti démocrate américain de l'étranger et il a tenu à fêter le départ de Donald Trump au micro de Clément Gassi de la Dépêche du Midi. Bon, ici, c'est le Capitole et là-bas, à Washington, c'est le Capitole aussi. Et donc, nous trouvons que pour moi, c'est un grand symbole de là où je vis depuis 33 ans. Et nous pensons tous très fort à ce qui va se passer demain, l'investiture de Joe Biden. Ici à Toulouse, il y a un bon nombre de démocrates, plus de 600 dans la région Occitanie. Et oui, bien sûr, c'est important pour nous. Autre chose dans l'actualité, vous vous en souvenez sans doute, c'était le 18 juillet dernier, quelques mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Un incendie criminel touchait la cathédrale de Nantes, entraînant une immense émotion chez les Nantais. Le feu avait été mis à l'orgue de l'édifice par un bénévole du diocèse, aujourd'hui incarcéré. Le chantier de la restauration vient de débuter, un chantier sous haute surveillance puisqu'une pollution au plomb a été détectée. Reportage d'Anaïs Déné pour Télé Nantes. Une tenue totalement hermétique. La combinaison avec capuche. C'est ce que portent les 5 personnes qui dépolluent en ce moment la cathédrale. Après, nous avons une cagoule où l'air ne rentre pas et nous sommes branchés pour avoir une ventilation assistée en permanence. Les bancs de la cathédrale passent par ce sas de décontamination et d'ici 8 semaines, un échafaudage permettra de s'attaquer à l'orgue. Pour enlever les vestiges de l'orgue qui sont situés donc à peu près 5 mètres de hauteur. Donc on va les emmener en petites caisses, tous les débris, parce qu'on doit les sortir pour les mettre à l'intérieur de la nef, sur le sol. La police judiciaire viendra donc regarder tous ces débris pour faire leur enquête, pour finaliser leur enquête. En ce moment, une nacelle permet de réaliser des prélèvements sur les voûtes. Lorsque ces prélèvements seront réalisés et que nous aurons les résultats, nous saurons si on est obligé aussi de décontaminer entièrement la cathédrale. Parce que pour l'instant, nous allons dépolluer les sols. On a plusieurs mois de travaux, même plusieurs années probablement. En tout état de cause, nous pensons essayer de réouvrir du moins la chapelle de Semaine, donc située à côté de la cathédrale, courant 2021. Même si l'essentiel des preuves a déjà été prélevé juste après l'incendie, un enquêteur de la police judiciaire est également présent pendant toute la durée du déblaiement pour être sûr de ne rater aucun indice. L'instruction judiciaire, elle devrait bientôt se clôturer. L'homme, qui a avoué être à l'origine de l'incendie, est toujours incarcéré à Nantes. Il évoque une cause mystique, parle d'intervention divine. Il est dans son monde, dit une source policière, un monde très spirituel. Voilà, et aussi dans l'actualité, si les salles de sport sont toujours fermées au public, certaines d'entre elles s'ouvrent exceptionnellement pour les sportifs professionnels. Exemple près de Lille, où le plus grand simulateur de voltige d'Europe a accueilli pendant 3 jours l'équipe de France de voltige aérienne. Alexandre Roux de WEO, la chaîne de la Voix du Nord, a pu suivre l'un de leurs entraînements. Sensation garantie dans ce simulateur qui recrée les conditions d'un saut en parachute de 4000 mètres. Regardez. Ancien paramilitaire, 11 000 sauts au compteur, Kevin Mention a passé une bonne partie de sa vie dans les airs. Mais aujourd'hui, il vole à moins d'1 mètre du sol dans la plus grande soufflerie d'Europe. D'un côté, c'est très similaire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient s'entraîner, puisqu'on a globalement les mêmes sensations. Il y a du vent, on peut régler la vitesse du vent. Il y a quand même pas mal de différences, puisque d'une part, le vent est vraiment tout le temps constant. D'autre part, on n'a pas les parachutes, donc ça fait en moyenne 6-7 kg de moins à transporter, donc il y a moins d'inertie à gérer que quand on saute d'avion. Grâce à 6 moteurs électriques, il est possible de recréer un vent pouvant atteindre les 280 km/h, sauf que l'on est entouré d'une immense paroi en verre. Le tunnel, on appelle ça, qui est derrière nous, il fait 5 mètres de diamètre, c'est un des plus grands en Europe, 15 mètres de haut. Même en chute, on ne tombe pas, on est porté par le vent, par la masse d'air. C'est exactement la même chose qu'on reproduit dans la soufflerie. On va régler le vent en fonction du poids, de la taille, de la position, et on se pose sur un petit matelas d'air. Sans se préoccuper du matériel ou du kérosène de son avion, l'équipe de France peut enchaîner saut et phase de visualisation hors vol. Un programme dense, suivi d'un débriefing complet. En fait, ça faussait le truc, parce que le neuf, vous le faisiez pas très vite. Peut-être que vous réglez quelque chose, ou je sais pas. Et du coup, quand t'es dans ton rythme à fond et que le neuf
Tu dois vachement attendre. Je trouve que ça faussait un peu le rythme. Là, on est plus sur de l'état d'esprit général, de la technique individuelle et on essaie de faire attention en fait aux alternances de rythme. Quand on se dit qu'on veut voler à tel pourcentage de vitesse, on respecte ça pour avoir juste un vol propre et technique qui nous permettra plus tard d'accélérer et d'accentuer sur de la vitesse et de la technique pure. L'entraînement se poursuivra dans le nord au printemps mais à l'air libre. L'objectif majeur de la saison, ce sont les mondiaux. Ils se dérouleront en Russie au mois d'août prochain. Voilà, et très impacté par cette crise sanitaire sans précédent, et alors qu'on ne sait toujours pas si les stations de ski vont pouvoir ouvrir pour les vacances de février, montrer que la flamme de la montagne brûle toujours, c'était le sens de l'événement organisé par toutes les écoles du ski français. Un peu partout dans les montagnes, des centaines de flambeaux ont été allumés par les moniteurs en signe de protestation contre la fermeture des remontées mécaniques décidées par le gouvernement. À Irmante, dans le Haut-Chablais, les écoles du ski français de Bellevaux et d'Aber-Poche se sont regroupées pour l'occasion. Victoria Lopez de 8 Mont-Blanc, nos partenaires dans les Alpes, étaient sur place et nous ont envoyé ces images que vous voyez actuellement sur l'écran. Et puis la crise sanitaire n'a pas épargné les pêcheurs professionnels non plus, notamment lors du premier confinement. Alors pour tenter de sauver leur profession face aux habituels débouchés comme les restaurants qu'ils ne peuvent plus fournir, il leur a fallu redoubler d'efforts et trouver de nouvelles parades. Christophe Chavanneau de TV7 La Chaîne du groupe Sud-Ouest les a rencontrés pour nous. Regardez. 6 heures du matin, l'heure du plein mer, mais aussi l'heure du retour de pêche pour Tony Garot, alors que le projecteur de son bateau transperce la nuit noire entourant le chenal du port de Saint-Vivien-de-Médoc. Si le rythme des jours de pêche a repris son cours en pleine saison de la civelle pour ce professionnel, il n'en a pas toujours été le cas, notamment lors du premier confinement qui a laissé des traces pour cette activité toujours changeante. Le premier confinement, la criée de Royan a fermé. Pas assez d'apport de poissons. On a été obligé d'amener le poisson qu'on avait en plus, on a été obligé d'amener à La Rochelle. Ça nous fait de la route en plus. Et les prix ont chuté, ont vachement chuté, donc on se demandait ce qu'on allait faire. Savoir, ça ne servait plus à rien d'aller à la pêche parce qu'on vendait pour rien. Donc plutôt que vendre pour rien, on a préféré stopper. On était sur la période du gros maigre sur le frais. On est 25 pêcheurs. On a réussi à s'entendre en tant que 25 pêcheurs à stopper cette pêche plutôt que jeter le poisson à la poubelle. Ce qui est une bonne chose, je pense. Et de là, le marché est reparti. Et c'était une bonne chose pour nous, quoi. Sa parade pour maintenir son activité qu'il partage avec son épouse, les réseaux sociaux. Chaque jour, il y présente sa pêche. Les gens se sont rapprochés des petits producteurs. Nous, on fait des vidéos le matin, les gens sont contents, ils voient le poisson bouger. On a changé d'habitude, on ne travaille plus avec les restaurants, comme les restaurants sont fermés. Mais on a fait du porte-à-porte. On a développé un autre marché qui est bien. Non, le retard, on ne le rattrape pas, mais voilà, je pense qu'il y a des pires que nous. On pense aux restaurateurs, on pense aux autres qui sont sur le carreau. Et voilà. Et si nouveau confinement il y avait, pour lui, la réponse est claire. On prend peut-être des vacances, plutôt que rien faire, quoi. Rien faire ou aller pêcher pour le donner. Je pense qu'on prendra des vacances. Honnêtement. Nous restons en Nouvelle-Aquitaine où il est question, vous allez le voir, d'installer du mobilier urbain en porcelaine. Évidemment, ça se passe à Limoges, un travail lancé il y a tout juste 10 ans et qui commence à être diffusé par la municipalité dans l'espace public. Limoges est d'ailleurs nommée ville créative de l'UNESCO depuis 2017. Alain Druot pour 7 à Limoges. La porcelaine art de la table a propulsé Limoges mondialement depuis bien longtemps. Voici maintenant le mobilier urbain en porcelaine à découvrir et apprécier. C'est une volonté des élus en constatant qu'en fait la céramique était peu visible dans l'espace public, bien qu'elle était présente en fait sur les façades des immeubles, très peu en fait dans l'espace public, dans le mobilier. Donc cette volonté a été mise en œuvre avec Ville Créative UNESCO. Donc ce programme a valorisé la mise en œuvre de mobilier en céramique. Et là donc on est dans une nouvelle phase d'installation. On va avoir 3 sites d'installation, donc devant la BFM, place Aimé Césaire, rue Jean Jaurès, et place Saint-Michel-des-Lions. C'est des maillons qui sont pressés, en fait on presse de la porcelaine pour, à la forme des maillons voulus, pour justement qu'ils puissent s'imbriquer les uns avec les autres et former ce maillage. Alors certains objectent que la porcelaine c'est quelque chose de fragile, et la porcelaine qui est mise en place ici, c'est quelque chose qui a une résistance mécanique assez forte. Absolument, ouais, très forte.
du fait qu'elle soit pressée et qu'elle soit pleine, du coup on arrive à avoir des résistances mécaniques qui sont très importantes. Ouais. On ne constate pas plus de dégradation que sur du mobilier classique. Et en plus, ça a l'avantage, ce mobilier a l'avantage avec la céramique de se nettoyer tout seul grâce aux intempéries. Donc on a un entretien qui est très faible comparé aux autres mobiliers, avec une tenue dans le temps de la céramique qui est bien meilleure que d'autres matériaux comme le bois. Donc aujourd'hui, on peut constater vraiment un effet positif sur l'installation de cette céramique. Tout à fait autre chose maintenant. Dans l'imaginaire collectif, la construction d'un igloo ne peut se réaliser que sur une banquise. Et parler à son entourage d'une nuit dans un igloo sur une île méditerranéenne ne peut bien évidemment que faire sourire les montagnards aguerris. Ce projet insolite, Ludovic, Jean-Marc, André l'ont en tête depuis plusieurs semaines. Et Corse Matin est allé à la rencontre de ces 3 randonneurs expérimentés qui savent bien que les massifs insulaires sont un terrain de jeu propice à ces abris en saison hivernale. On va prendre une bougie pour se réchauffer un peu. Je pense qu'on va monter à 2-3 degrés quand même dans l'igloo. On va faire une fosse à froid, un piège à froid qui va faire toute la périphérie de l'igloo, qui va faire que le froid va se piéger dedans. Comme ça, nous, on est à même le sol, mais on aura toujours un parti décaissé autour de nous qui va piéger le froid. Là, je suis bien là. C'est bon. On est bien équipé. C'est le plus important. Donc là, je suis très bien. Là. Je pense que je vais super bien dormir. Et pas si éloigné de la Corse que cela, regardez ces images envoyées par nos partenaires de Monaco Info, Crisinda Tomel et Thomas Deus, alors que nous sommes de plus en plus nombreux à envisager de franchir le cap pour l'achat d'une voiture électrique. À Monte-Carlo, elles sont de plus en plus nombreuses à circuler dans la Principauté et elles sont évidemment non polluantes et silencieuses. Et regardez, je trouve que leur ligne est assez jolie. Voilà, Michel Picot, c'est la rubrique Éco-Région avec le statut d'entreprise engagée cette semaine, des entreprises éco-responsables, Fago et le slip français. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Oui, je voulais vous parler aujourd'hui de ces PME qui, durant cette crise, ont fait le choix d'accélérer leur engagement pour la protection de l'environnement, de leur écosystème et bien entendu de leurs clients et collaborateurs. Je citerai 2 entreprises françaises spécialisées dans le textile, Fago à Nantes et le slip français à Paris, mais dont les ateliers se situent notamment en Occitanie et dans les Hauts-de-France. Ces 2 entreprises, il y en a d'autres d'ailleurs, ont décidé de modifier leur statut pour devenir entreprise à mission. Et ce n'est pas un titre de plus, mais bien un engagement qui va au-delà de la RSE, qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Une entreprise à mission s'engage donc à partager sa croissance pour le bien de tous, collaborateurs, clients, fournisseurs, dans le respect de l'environnement. Et une commission indépendante vient vérifier si l'entreprise fait ce qu'elle dit. Pour le slip français qui fête en 2021 ses 10 ans, il s'agit de s'engager avec ses partenaires à créer une industrie nouvelle, une industrie du textile, plus juste et plus innovante en France. Et cela passe par une production 100% française, le développement de circuits courts pour éviter les transports trop longs, mais cela passe aussi par les matières premières. Il n'y a pas de coton en France, mais il y a de la recherche pour cultiver dans notre pays prochainement du coton bio. Ce qui semblait inconciliable il y a quelques années, nos jeunes entrepreneurs nous démontrent à travers ces 2 exemples que c'est possible. Croissance et protection de l'environnement, oui, c'est possible. Merci Michel Picot, on se retrouve dans une prochaine édition du Grand JT des territoires, bien sûr. Voilà, pendant le confinement, beaucoup d'entre vous ont apprécié et acheté en masse des jeux, notamment, comme vous allez le voir dans ce reportage, des puzzles, pour sans doute de longues journées en famille. Via Moselle s'est intéressée à la société Alizé Group, spécialisée dans la vente en ligne de ces puzzles. Elle est implantée sur la technopole de Forbach Sud, en Moselle. Regardez ce reportage. Là, vous avez une commande pour un client qui part en région parisienne, dans le 93, avec 2 puzzles. Un puzzle d'art ancien, puisque c'est un Klimt, et un puzzle d'art un peu plus récent, puisque c'est un artiste contemporain. Ces puzzles 1000 pièces sont les produits phares de la société Alizé Group, qui traite entre 1500 et 7000 commandes par jour, toutes marques confondues. Alors, entre réception et expédition de la marchandise, sa vingtaine de salariés rassemblent chaque jour les pièces d'un immense puzzle provenant de l'étranger. Spécialisé dans la vente en ligne, Alizé Group propose actuellement 5000 références de puzzles et développe aussi sa propre marque. Art by Bluebird est le dernier né de sa gamme, actuellement fabriqué en Turquie et en Europe de l'Est. Actuellement, c'est 100 références de puzzles d'art.
Et quand la production sera là, en fait, ça sera infini puisque n'importe quelle œuvre d'art pourra être commandée sur notre site et produite à la demande et disponible le jour même ou le lendemain. L'entreprise va en effet investir cette année dans sa propre ligne de fabrication de puzzles. Un investissement rendu possible grâce à la bonne santé de l'entreprise qui a vu ses ventes exploser durant le confinement. Au mois d'avril, nous avons ouvert le site internet de vente en ligne en France 4 heures. C'est-à-dire en 4 heures, en fait, on a fait quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires. 2,5 millions d'euros seront investis dans ce projet industriel, en partie subventionné par le plan France Relance. Une ligne de fabrication de puzzles qui sera le premier site du genre en France et qui nourrit une ambition, devenir le numéro 2 du puzzle dans le monde, derrière l'allemand Ravensburger. Et puis dans la rubrique Médias des territoires, nous recevons Nicolas Aguirre. Bonjour Nicolas Aguirre. Vous êtes le rédacteur en chef de Téléstar, Jeux, Patrimoines et Régions. Qu'est-ce que c'est que ce magazine trimestriel? C'est le petit frère de Téléstar Jeux? On va dire que pour l'instant c'est le petit frère de Téléstar Jeux, c'est-à-dire que c'est un magazine qui est à la fois un magazine de jeux, donc il y en a à peu près les 2/3 des jeux classiques, on trouve tous les grands noms des jeux, les mots fléchés, les mots croisés, des sudoku, tout ce genre de jeux, et puis une grande partie rédactionnelle consacré à 100% aux régions, au patrimoine, à la France. Donc on visite, on se promène, on se balade dans notre beau pays. Alors dans ce numéro, vous avez été très large, vous traitez des régions, vous traitez de culture, vous traitez de gastronomie, vous traitez d'architecture aussi. On essaye d'être le plus large possible et de parler, souvent, en tous les cas j'espère, de choses dont on ne parle pas dans la presse un petit peu trop parisienne. Et nous, notamment, dans ce numéro, on a une interview, comme dans tous les numéros, d'un auteur de ce mois-ci, c'est Guillemette de Laborie, qui a sorti un très très beau livre qui s'appelle Saint-Émilion mon amour, un roman, avec un titre comme ça, Cyril, je ne vous fais pas de dessin, il est évidemment question des vignes, de vignobles, mais ça se passe dans le Bordelais et dans le Périgord, dont Guillemette est originaire et où elle vit aujourd'hui. C'est un très très beau livre qui parle donc à la fois de la région, avec des mots très justes, et qui, ce qui est très intéressant, revient aussi un petit peu sur les problèmes que rencontrent aujourd'hui les vignerons du coin. Il est question de tout ça dans un très joli roman qui s'appelle Saint-Émilion mon amour. Alors Nicolas Aguirre, dites-nous, dans ces temps du tout digital, du tout numérique, est-ce que c'est pas un peu culotté de sortir un magazine, d'abord trimestriel, et puis dans un papier comme ça, glacé, magnifique? Quand on change un jeu, ou quand je demande simplement à mes lecteurs, tiens, est-ce que ces jeux-là vous plaisent dans l'édito? Mais je me retrouve sous des tonnes de courriers qui vont me dire non, il faut plus de mots fléchés, plus de sudoku, plus de mots d'ana fléchés ou je ne sais quoi. Voilà, en fait, nos lecteurs, ils sont vraiment passionnés de jeux et totalement accros au papier. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent prendre leur magazine. On bloque à un petit moment, on se fait une petite pause. Et là, la pause, on la fait en lisant les papiers sur les régions, sur la gastronomie. Et puis on y revient. Le papier et le jeu, ça va trop bien ensemble. C'est vraiment, pour moi, c'est indispensable. Voilà Nicolas Aguirre, merci d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de ce numéro spécial de Téléstar, Jeux, Patrimoines et Régions, qui est en kiosque actuellement. Merci à vous. Merci beaucoup Cyril Liguet. Voilà, vous avez vu ces belles images dans les titres. Prenons un peu de hauteur à présent avec ce livre d'images aériennes. Le photographe professionnel qui les a réalisées a mis 3 ans. C'est près de 500 photos et 500 pages pour une trilogie unique sur le littoral de Bretagne qu'il a produit. Ce dernier tome est consacré au sud de la région. Alors cap sur le littoral morbihanais et la Loire-Atlantique que Karine Chevrolier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, a visité pour nous. Regardez. Pas de doute pour Jérôme Ouivet, le 7e ciel est à portée de main, ou plutôt d'appareil photo. Au gré d'un paramoteur, le photographe se laisse porter dans le ciel breton. Dès lors qu'on prend un angle au-dessus des gens, on a un graphisme, on a des couleurs qui apparaissent qui ne sont pas forcément visibles au sol. On voit les choses autrement. C'est jamais arrivé au même endroit, à la même altitude, sur le même angle. Donc même en aérien, si vous passez 2 fois au même endroit, vous ne verrez pas les choses de la même manière. Donc pour moi, se rapprocher des choses comme ça, c'est à chaque fois me donner la chance de percevoir quelque chose de nouveau. Ce 3e ouvrage, ce sont 50 heures de vol le long du littoral morbihanais et de la Loire-Atlantique. Ce Normand amoureux d'une Bretagne réunifiée veut susciter de l'émotion.
Il aime mettre à l'honneur les paysages sculptés par la force de la mer. Ce que je souhaite mettre en avant, moi, c'est la beauté, c'est l'émotion que je ressens devant un paysage. C'est la lumière que je vais rencontrer, c'est ce graphisme, c'est une conjonction de lignes, de couleurs avec l'eau, etc. Qui fait qu'à un moment, je vais avoir une image où je vais me dire « waouh, c'est magnifique ». Je ressens vraiment une émotion à bord et j'ai envie de partager cette émotion. Ces photos sont agrémentées de textes qui racontent la Bretagne d'aujourd'hui et ses légendes. La trilogie de Jérôme Ouivet se termine ici, dans une région qui trouve sa force dans de multiples visages, une Bretagne qu'il dit à la fois sauvage, brute et douce. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires avec les chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde, avec la participation de nos confrères de la presse quotidienne régionale. Merci et rendez-vous dans une prochaine édition. Au revoir à tous.